Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Les taxis marseillais ont bloqué les entrées de la ville aujourd'hui. On a dénombré jusqu'à 10 km de bouchons ce matin sur l'A51 et l'A7. Les Aubagnais ont craint le pire, mais finalement, les précipitations n'ont pas provoqué d'inondation. Cette nuit, l'Uvonne, placée sous haute surveillance, n'a pas débordé. Et puis, les derniers préparatifs en vue pour le 4L Trophy. Pour Lucie et sa coéquipière, la Montpellier-Rennes prend le départ du rallye raid réservé aux étudiants. Mais tout d'abord donc la colère des chauffeurs de taxi. Ils ont littéralement paralysé Marseille aujourd'hui en bloquant les entrées de la ville. On a dénombré jusqu'à 10 km de bouchons sur les autoroutes A7 et A51. Les artisans taxis protestent toujours contre la concurrence des véhicules de tourisme avec chauffeur. Romain Péric. Devant le marché d'intérêt national des Arnavaux se prépare l'opération Escargot. Allez, on y va. Allez, dis au micro qu'on décolle, que tout le monde fasse le tour. Allez. Oh monsieur, on décolle, je répète, on décolle. 150 voitures ici et près de 200 à la Valentine se lancent sur les autoroutes Est et Nord en direction de Marseille pour bloquer la circulation. Près de 10 km d'embouteillage et un centre-ville complètement encombré. C'est comme ça qu'on se fasse comprendre, parce qu'apparemment on est là, on est tout seul et on est seul avec notre avenir et on a nos licences, on a tout ce qu'il faut devant nous pour tenir toute notre vie. Et jusqu'à présent, là on veut tout nous couper devant nous les jambes et il y en a marre. Mercredi dernier, le Conseil d'État a suspendu l'obligation du délai de 15 minutes entre la réservation et la montée du client pour les véhicules de tourisme avec chauffeur, une mesure que les taxis estiment déloyale. Le gouvernement doit se positionner. On ne peut pas d'un côté déréglementer une partie de la profession de transporteur de voyageurs et d'un autre côté de laisser le poids sur une autre partie de la profession. Chaque année on nous en rajoute, les charges sociales, etc. Donc là c'est surtout des auto-entrepreneurs qui se montent là-dedans. Et bon, ils font beaucoup de travail dissimulé. On va perdre au moins 20 à 30% de chiffre d'affaires dans l'année. Les cortèges ont convergé vers le centre-ville et une délégation syndicale a été reçue en préfecture. Les ministres de l'Intérieur et du Tourisme ont pourtant annoncé la mise en place d'une mission de concertation entre les VTC et les taxis. Mais si ce dossier ne progresse pas, les chauffeurs en appellent à une nouvelle grève plus importante le 13 mars prochain. Autre mouvement de colère, celui des professionnels de la culture. 150 personnes ont manifesté ce midi devant le siège de la fédération PS de l'Hérault à Montpellier. Un mouvement national à l'appel des syndicats des métiers de spectacle et de l'audiovisuel pour dénoncer notamment la baisse prévue des budgets alloués. Ils s'inquiètent aussi du projet de loi sur la décentralisation qui doit entraîner les transferts de compétences culturelles de l'État aux collectivités locales. Écoutez. L'État doit être le garant de l'équité territoriale et de l'accès à tous et à l'éducation et l'accès à tous aux œuvres, à la pensée et à la culture. Voilà, ça nous inquiète beaucoup. Tout ça associé avec les baisses du budget du ministère de la Culture qui est à son plus bas, puisqu'il est plus bas aujourd'hui qu'à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Donc là, on est plus que dans les bas-fonds. Dans l'actualité également aujourd'hui, une information importante au chapitre judiciaire à Aix-en-Provence avec le procès de René Chembry, un enseignant à la retraite poursuivi pour des faits de torture et d'actes de barbarie sur son ex-femme Colette. Perte de dents, ablation des muscles du bras, cécité de l'œil gauche ou encore mutilation du sexe. Pendant 30 ans, elle aurait été victime de torture, des faits dont la plupart seraient aujourd'hui prescrits. Curieusement, il n'y a pas de témoins concernant 30 ans de vie commune et c'est un petit peu désespérant et débilitant. C'est la raison pour laquelle ce dossier est particulièrement difficile. Ça fait 40 ans maintenant, parce qu'en fait, les faits, le mariage a duré 32 ans, les faits ont duré 32 ans. Tous ne seront pas jugés, mais ils seront quand même évoqués pour ceux qui ne seront pas jugés. Et maintenant, on est 44 ans après. Il est temps de mettre un point final, oui, pour qu'elle puisse avoir, je dirais, une vieillesse sereine. Direction Aubagne à présent dans les Bouches-du-Rhône. Aubagne où cette nuit la pluie est tombée en quantité. Météo France avait d'ailleurs déclenché la vigilance orange crue autour de l'Uvonne. Mais finalement, à part quelques incidents, le fleuve n'a pas débordé. Récit d'une journée d'intempéries sous haute surveillance. Sidonie Canetto et Blandine Marmigère.
Souvent menaçant, rarement débordant, l'Uvonne reste tout de même sous surveillance. L'eau de pluie de 27 communes avoisinantes de Marseille se déverse dans cet humble cours d'eau. Habituellement haut de 30 à 50 cm, le fleuve est monté jusqu'à 1,60 m au plus fort des intempéries. Une crue non débordante, mais qui a entraîné certains dégâts, comme à Aubagne. Le talus a complètement glissé, emmenant l'arbre avec lui qui s'est mis en travers de la route. La problématique, c'est que la chaussée qui se trouve au bord de la rivière est sous-cavée, donc elle est un peu dans le vide. Et on a peur que les voitures, à force de passer dessus, la fragilisent encore plus et ça ne s'effondre. D'où le fait de cette circulation alternée sur cette portion-là. Avec des précipitations abondantes et durables, ce début d'année est l'un des plus pluvieux. Les sols gorgés d'eau n'absorbent plus les nouvelles précipitations et font grossir les cours d'eau plus rapidement. L'intermittence des pluies a permis de stabiliser le niveau de l'Uvonne dont le débit reste important. En temps normal, il est de 1 cm3 par seconde. Il faut qu'on soit à des débits supérieurs à 50 m3 seconde, voire 60 m3 seconde, pour qu'on risque de commencer à avoir des débordements. Là, on est resté sur des débits beaucoup plus faibles, de l'ordre de 15 à 20 m3 seconde. Donc on avait encore pas mal de marge. Une décrue lente est prévue cette nuit et devrait clore cet événement pluvieux. Mais comme à son habitude, la montée de l'Uvonne va charrier les déchets des rues par débordement des réseaux d'évacuation. Ces déchets viendront donc grossir l'état de détritus déjà présent sur le sable de la plage, surnommé à juste titre Épluchure Beach. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-41 avant le premier tour des municipales, une campagne que vous pouvez suivre quotidiennement sur LCM et TV Sud. Et aujourd'hui, l'actualité politique à Marseille a été marquée par un nouveau sondage de l'Institut IFOP pour 20 minutes et iTélé. C'est la première enquête d'opinion depuis la déclaration de candidature de Pape Diouf. Et c'est justement le principal enseignement de ce sondage. L'ex-président de l'OM obtiendrait 4% des suffrages au premier tour. Pour le reste, pas de grands changements. Au deuxième tour, le score reste toujours aussi serré, avec un seul point d'écart entre les deux favoris, Jean-Claude Gaudin et Patrick Mennucci. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un parti en proie aux divisions. Le MoDem est au bord de l'implosion à Marseille. Il est partagé entre son aile gauche, qui a fait ou qui semble faire le choix de Pape Diouf, et son aile droite, qui soutient Jean-Claude Gaudin. Le soutien au maire sortant UMP, c'est aussi ce que demande le président du parti, François Bayrou, dans un courrier. Réaction au micro de Marguerite Koch. Le ton de la lettre et les termes de la lettre de François Bayrou à Jean-Luc Benamias, à mon sens, c'est une procédure de divorce qui est engagée, et une procédure de divorce qui, à mon avis, à mon sens, va aller au bout. Municipal toujours, mais à Béziers, cette fois, c'est officiel depuis le week-end dernier. Agnès Jullian et son association ont choisi de soutenir le député Élie Abou. En 2010, la chef d'entreprise avait suivi Georges Frêche et sa majorité de gauche pour les régionales. Cette fois, elle a donc préféré le candidat UMP, ce qui provoque quelques remous à Béziers. Réaction au micro d'Olivier Roiran. Il est député UMP, il s'allie avec quelqu'un qui était vice-présidente du conseil régional, élu sur une liste socialiste. Et ça, c'est pas le club des élites, des privilégiés qui se tient les coudes de peur de perdre. Ça va être l'UMPS, comme disent certains. J'ai été élue en 2010 derrière Georges Frêche dans une majorité certes de gauche, mais moi je n'ai jamais siégé en tant que personnalité de gauche. J'ai toujours siégé en tant que personnalité de la société civile. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnan. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour l'ex-patron de l'UIMM, la puissante fédération patronale de la métallurgie. Dans cette affaire de caisse noire, le tribunal a estimé que Denis Gauthier-Sauvagnac avait eu une participation centrale au fonctionnement d'un système occulte de distribution d'importants fonds en espèces, de l'argent qui servait notamment à alimenter le financement de partis politiques, d'achat de parlementaires ou encore d'enrichissement personnel. Le ministre
ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, dévisse en tête du classement gouvernemental. Manuel Valls a vu sa cote de satisfaction baisser de 12 points en février. Du coup, le ministre de l'Intérieur se retrouve à la 5e place. Il est devancé par Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, qui prend la première place avec 49% de satisfaction. Elle est suivie par Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian et Aurélie Filippetti. Dans le même baromètre, François Hollande a perdu 1 point de satisfaction en un mois à 23% et Jean-Marc Ayrault en a gagné 1 à 26%. Bertrand Delanoë a fait adieu au Conseil de Paris à 63 ans après avoir passé 13 ans à la tête de la capitale. Bertrand Delanoë a déclaré ne pas être triste de quitter la mairie de Paris. Dès 2007, il avait promis de ne pas briguer un 3e mandat. En 2014, c'est chose faite. À la fin de son discours, les élus de droite comme de gauche se sont levés pour l'applaudir. Retour à votre actualité locale. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, un incendie éclaté dans la cité radieuse à Marseille. 3 étages du bâtiment imaginé par Le Corbusier avaient alors été ravagés par les flammes. Aujourd'hui, la situation n'est toujours pas rentrée dans l'ordre. Certains sinistrés s'impatientent. Ils n'ont pas encore regagné leur logement. Julien Butner, Samia Belbachir. Des images qui ont fait le tour de la France. 2 ans sont écoulés depuis l'incendie. Pourtant, les travaux de restauration ne sont toujours pas terminés. Il a fallu d'abord désamianter certaines parties de ce bâtiment vieux de plus de 50 ans et régler les problèmes d'assurance. Les habitants sinistrés ont dû trouver des moyens de se reloger. Je suis allée dans un premier temps chez des parents pour pallier le plus urgent. Et après, je retrouve un studio ici au Corbusier, donc, dans lequel je suis toujours, puisque moi, je récupérerai mon appartement que le 9 avril. Donc c'est vrai que pendant 2 ans, ça a été beaucoup de paperasse. Il a fallu régler les problèmes avec les assurances, savoir comment fonctionnait le chantier, comment ça allait se passer la reconstruction. Classés monuments historiques, les parties sinistrées de la cité radieuse ont dû être reconstruites à l'identique. Les ouvriers ont dû s'adapter aux spécificités de ces appartements. Ce qu'il y avait au Corbusier de spécial, c'est notamment dans les cuisines, ils avaient des vides d'ordures incorporés par exemple dans les éviers. C'est vrai que ça on le trouve nulle part ailleurs. Donc ça c'est vrai que c'est propre au Corbusier, ça leur permettait de jeter un petit peu tout ce qu'ils voulaient, épluchures, tout ça dans les éviers, c'était récupéré dans des grosses cuves qui partaient après dans les écoulements, quoi. Le chauffage est un peu spécifique parce que c'est de l'air soufflé, de l'air chaud, donc qui part d'en bas, qui passe dans les cloisons, qui ressort, donc ça c'est vrai qu'on le trouve relativement qu'ici, quoi. Les dégâts de l'incendie ont coûté 8 millions d'euros au total, les travaux devraient se terminer en juillet prochain. La 17e édition du 4L Trophy prend son départ jeudi au Futuroscope de Poitiers. Plus de 3000 jeunes participeront cette année au rallye raid entre la France, l'Espagne et le Maroc. Une compétition réservée aux étudiants. Parmi eux, Lucie et Anaïs qui effectuaient cet après-midi les derniers réglages et préparatifs à Saint-Giroge d'Orques dans le l'Hérault. Reportage Mouadalia Kabier. Appelez-les les Tchaï. Lucie et Anaïs, étudiantes en master de marketing et gestion du sport, se lancent dans l'aventure 4L Trophy, un raid de 6000 km qui les mènera jusqu'au Maroc, pour le meilleur et pour le pire. On n'est pas dans la merde. Bon d'accord, elles ont mis presque 1 heure pour coller les cils sur leur phare, mais elles se sont plutôt bien débrouillées pour boucler les 7800 € de budget nécessaire, et pour cela, chacun son rôle. Après, tout ce qui était sponsor et administratif, c'est plus ou moins qui m'en suis occupée. Et lui faisait beaucoup la com et tout ça. Non, on est préparation de la voiture. Ouais. Mais avant le grand départ, restent quelques petits détails à fignoler, un petit coup de peinture, l'occasion pour Anaïs de faire les présentations avec le cric. Tu le cales là, à ce niveau-là, touche. Okay. Tu vois le truc, ouais. Donc ils ont bien calé, et là tu commences la manivelle. Et puis les stickers des sponsors, pas au bon format et qui doivent être changés. Voilà, donc on va leur faire plaisir. On en repose un autre, comme ils le veulent. Et si les 2 jeunes filles sont novices en matière de rallye, leur bolide, lui, connaît déjà les routes marocaines. Il ne nous reste plus qu'à espérer que, justement, elles tiennent la route.